passer à la deuxième présentation, donc le docteur Carrier de Bordeaux sur l'hyperclérance en réanimation. Mesdames et messieurs les modérateurs, bonjour à tous. Merci au comité scientifique et d'organisation de l'ASPAR pour cette invitation à vous parler, pour une fois, de reins qui vont trop bien, avec une contrainte de temps qui va m'obliger à focaliser ce topo sur la gestion éventuellement complexe des antibiotiques dans ce contexte. Car en effet, l'hyperclérance est un terme que se sont appropriés les réanimateurs et les pharmacologues depuis les 10 dernières années, où la littérature fleurit un peu dans nos milieux, alors que nos collègues néphrologues, et notamment transplanteurs, connaissent bien cette entité, car elle correspond finalement à la mise en jeu, au recrutement de la réserve fonctionnelle rénale. La réserve fonctionnelle rénale est définie par la capacité du rein à augmenter un débit de filtration glomérulaire de base, qui est de l'ordre de 120 à 130 ml/min chez le sujet sain et jeune, et ce, en réponse à des situations, qu'elles soient physiologiques, telles que la grossesse ou le donneur vivant, ou pathologiques, telles qu'on va pouvoir voir chez certains de nos patients de réanimation. Sur le plan de la mécanique, cette réserve fonctionnelle rénale est mise en jeu par inhibition de la vasomotricité artériolaire, avec nos confrères australiens de l'équipe de Jason Roberts et d'Andrew Woody, qui ont démontré chez certains de nos patients de réanimation, par l'utilisation de biomarqueurs, une nette augmentation du débit de filtration glomérulaire, en utilisant ici la clairance de la sinistrine, qui est un dérivé de l'inuline, et une augmentation nette, du simple au double chez certains de nos patients, du débit sanguin rénal, ici par l'utilisation de la clairance du pH. Cette vasomotricité artériolaire, principalement afférente, est probablement inhibée par un mécanisme inflammatoire, la synthèse de prostaglandines qui vont avoir une action inhibitrice sur la vasomotricité artérielle afférente, avec ici une étude sur volontaires sains ayant démontré une nette augmentation du débit de filtration glomérulaire en proportion avec le taux d'IL6 plasmatique. Bien entendu, vous avez compris que cette entité survient sur une population assez spécifique de patients jeunes à la fonction rénale antérieurement saine, et qui vont avoir des relatifs faibles niveaux de gravité à l'admission en réanimation. Ceci expliquant, dans la littérature, un taux d'incidence excessivement variable de l'augmentation de la clairance rénale chez nos patients, avec des incidences rapportées qui sont quand même assez importantes, de l'ordre de 28 à 65% dans nos services. Effectivement, si vous travaillez avec des patients plutôt âgés, polyvasculaires, avec des très hauts niveaux de gravité, des défaillances multifiscérales à l'admission, c'est une entité que vous ne verrez pas. Si, comme nous, vous travaillez dans des services de réanimation plutôt traumatologiques, de grands brûlés ou d'hématologie, c'est une entité que vous retrouverez assez fréquemment dans vos services. Toute la problématique chez ces patients va être que l'augmentation du débit de filtration glomérulaire, du débit sanguin rénal, va être responsable d'une élimination accrue des thérapeutiques à clairance rénale, et notamment les antibiotiques temps dépendants, tels que les bêta-lactamines. Et il est désormais clairement établi, depuis les années 2012-2015, que l'augmentation de la clairance rénale chez nos patients était un des principaux facteurs de sous-dosage en antibiotiques à élimination urinaire, ceci étant associé à des taux d'échec thérapeutique accrus. Échec thérapeutique pourvoyeur d'une surmorbidité, éventuellement d'une surmortalité, d'acquisition de résistance et de surconsommation d'antibiotiques. Or, paradoxalement, cette entité est souvent méconnue dans nos services parce qu'on ne se méfie jamais de patients avec une créatininémie normale, alors qu'il est maintenant démontré que lorsque l'on utilise la créatinine plasmatique ou
les estimations dérivées de cette créatininémie, l'incidence de l'hyperclérance va être sous-estimée, avec des biais de mesure qui sont importants et une précision faible. Et lorsque nous avons étudié l'intérêt du débit de filtration glomérulaire cinétique, donc toujours par des mesures estimées dérivées des valeurs de créatinémie plasmatique, on s'apercevait que la concordance était très mauvaise avec la clairance de la créatinine mesurée pour prédire le sous-dosage en antibiotiques. Aussi, à ce jour, il reste recommandé de mesurer la clairance de la créatinine sur 24 heures sur échantillon urinaire par la formule UV sur P, bien que n'étant qu'un reflet très limité du débit de filtration glomérulaire avec toutes les imprécisions de la mesure, cette clairance de la créatinine mesurée sur 24 heures est très fortement corrélée avec la clairance de nos antibiotiques, avec ici l'exemple de la piperacilline, montant jusqu'à des clairances à plus de 200 ml/min, avec sur la figure de droite une nette diminution des concentrations plasmatiques en piperacilline avec l'augmentation des valeurs de clairance de créatinine mesurées sur 24 heures, avec toujours dans nos services de très importantes variabilités intra- et interindividuelles. Le risque étant, vous le voyez ici avec un seuil de 16 mg par litre qui correspond au CMI maximal de la piperacilline pour les germes sensibles, des taux de sous-dosage qui deviennent fortement significatifs pour ces patients avec une clairance de la créatinine augmentée. Aussi, toute la problématique, une fois le diagnostic d'hyperclérance posé, va être de définir la meilleure stratégie possible pour prévenir autant que faire se peut le sous-dosage en antibiotiques, et ce de manière la plus précoce possible. La stratégie que nos sociétés savantes recommandent est de monitorer les concentrations sériques en antibiotiques, et notamment en bêta-lactamine, à l'état d'équilibre, avec une utilisation préférentielle de l'administration continue, ou à l'avalée, si vous continuez d'administrer vos antibiotiques de manière ponctuelle. Cette stratégie, bien que fortement recommandée, a des limites, notamment en termes de disponibilité, tous les centres n'ayant pas accès au dosage, et également de délai de rendu des résultats, avec pour exemple cet abstract qui vous sera présenté cet après-midi sur une étude de cohorte multicentrique nationale, qui retrouvait que, a priori, la plupart de nos centres désormais peuvent avoir accès au monitorage des bêta-lactamines, mais seulement un peu plus de la moitié d'entre eux sur site, avec des délais de rendu des résultats qui peuvent être parfois tardifs de plus de 24 à 48 heures, et généralement à mesure de fraction totale et non pas de fraction libre en antibiotiques. Dans vos services, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez sur cette présentation. Le nôtre, en tout cas, dans notre situation, nous n'avons pas accès sur site au monitorage pharmacologique, et les dosages sont envoyés dans des centres de référence où les résultats sont généralement obtenus à 48-72 heures dans les meilleurs des cas, et ce en fraction totale. Ce qui signifie que chez certains de nos patients, à risque d'hyperclérance, nous prendrions, sans modification de nos thérapeutiques, le risque de sous-dosage pendant une période qui me paraît assez inadaptée chez des patients chez qui on débute une antibiothérapie royaliste, et donc les patients les plus graves. Dans ce contexte, seule une stratégie plutôt spéculative, qui adapte les doses selon la clairance de la créatinine mesurée sur les 24 heures, permettrait éventuellement de prévenir le sous-dosage chez ces patients en attendant les résultats des dosages pharmacologiques. La problématique dans ce contexte, c'est à partir de quelle valeur de clairance de la créatinine je dois monter éventuellement mes posologies d'antibiotiques. Et c'est là où la réponse va être assez compliquée, dans la mesure où ce seuil va dépendre du type d'antibiotique utilisé, bien entendu des doses que vous administrez de manière habituelle dans vos services chez des patients à fonction rénale normale, et des modalités d'administration que vous utilisez. Ça va dépendre aussi de votre raisonnement. Soit je suis dans une attitude probabiliste où je vais cibler les germes censés les moins sensibles à mon antibiotique, ou au contraire, si je raisonne d'ores et déjà en CMI documenté.
Pour vous illustrer un exemple de cette problématique, notamment sur les doses et les modalités d'administration, je vous cite 3 études qui ont analysé le taux de sous-dosage en pipéracilline chez des patients avec une clairance rénale augmentée. La pipéracilline, dans ces 3 études, était administrée à 16 grammes par jour. L'hyperclérance était définie par une clairance de la créatinine mesurée sur 24 heures à plus de 130 ml/min. Et les objectifs dans cette étude étaient une obtention de 100% d'exposition, donc 100% du temps d'exposition aux antibiotiques, au-dessus du seuil de 16 mg par litre, qui, je vous le répète, est le cut-off pour la sensibilité des germes à la pipéracilline. Et vous voyez que ce taux de sous-dosage est excessivement variable en fonction des études. Dans la première étude de 2015, plus de 90% de sous-dosage, alors que dans notre dernière série de 2018, nous étions qu'à 30% de sous-dosage en pipéracilline. Et ceci est expliqué seulement par la différence de modalité d'administration de la pipéracilline. Dans la première étude, la pipéracilline est administrée à 4 grammes, mais en perfusion de très courte durée, de 30 minutes, à 4 par jour. Alors que dans notre cohorte de patients, la pipéracilline tazobactam est administrée à 16 grammes par jour en continu, après une dose de charge, en respectant les modalités de dilution dans la seringue électrique. Aussi, ces 3 études nous permettent d'avoir un message qui est plutôt clair, qui est que l'administration continue de nos bêta-lactamines, dès qu'elle est possible, permet de limiter le taux de sous-dosage de nos antibiotiques, même en cas d'augmentation de la clairance rénale. Beaucoup de littérature est parue déjà à ce sujet et le message nous paraît désormais clair. Le deuxième message, c'est que le seuil de clairance de la créatinine, le plus à risque pour cette molécule, est de 150 ml/min. On n'avait pas de sous-dosage en dessous lorsque la pipéracilline était administrée à 16 grammes par jour de manière continue, ce qui semble, à ma connaissance, les posologies que l'on utilise maintenant de manière habituelle dans nos services de réanimation. Par contre, chez ces 30% de malades-là, qui sont en sous-dosage, eh bien chez eux, l'administration continue a pour écueil de les faire passer à 100% du temps en dessous des CMI cibles. Et ceci est vrai notamment si votre diffusion des antibiotiques au niveau du site infecté est limitée. Et dans ce contexte-là, même si vous utilisez une perfusion continue pour des patients en hyperclérance sévère, de l'ordre de 150 à 200 ml/min de clairance de la créatinine, seule une augmentation de vos posologies quotidiennes en pipéracilline et éventuellement tazobactam va permettre d'éviter le sous-dosage thérapeutique. Nous sommes désormais passés chez ces patients à 20 grammes par jour, sans modifier les modalités de reconstitution de l'antibiotique dans la seringue, juste en modifiant les débits d'administration. Et 20 grammes par jour de pipéracilline tazobactam nous permet d'obtenir désormais, nous permet d'éviter, dans la totalité des cas chez nos patients, le sous-dosage défini par des concentrations sériques en dessous des 16 mg par litre. Attention, nous gardons quand même une fenêtre de patients à risque en cas de diffusion limitée des antibiotiques au niveau du site infecté. Je me suis plutôt focalisé sur la pipéracilline tazobactam dans la mesure où ça a été, à ma connaissance, l'antibiotique le plus étudié dans le contexte d'hyperclérance. Nous allons juste discuter de manière assez brève en évitant les catalogues sur les autres antibiotiques, et notamment les antibiotiques administrés en intraveineux continu, avec une cohorte de patients que nous avions analysés en 2018, notamment sur la ceftazidime et la cefepime, que nous administrions à 6 grammes par jour en continu. Et dans cette population-là, de patients hyperclérants, ces posologies, qui sont les posologies que l'on utilise plutôt couramment dans nos services de réanimation, nous permettent d'éviter le sous-dosage, même en cas d'hyperclérance jugée sévère, en dessus de 150, voire même en dessus de 200 ml/min, où nous sommes toujours au-dessus des CMI maximales des germes les moins sensibles. Par contre, lorsqu'on se fixe un objectif plus élevé, de l'ordre à 4 à 8 fois les CMI maximales de ces germes, nous gardons une fenêtre de patients à risque de sous-dosage en cas de diffusion limitée des antibiotiques. Pour le méropenem, nous avions quand même des taux de sous-dosage qui étaient de l'ordre de 10%, mais sans différence significative entre les patients normaux, rénaux et hyperclérants. Ceci potentiellement expliqué par les difficultés de dosage de la molécule. Par contre, plusieurs autres études, notamment 2 à ma connaissance, ont démontré vraiment que la perfusion intermittente en prolongée sur 3 heures
de 2 grammes x 3 par jour permettait d'éviter clairement le sous-dosage en méropénème, même sur des clairances de créatinine plutôt élevées, de l'ordre de 150 à 200 ml par minute. L'antibiotique, par contre, jugé à risque dans notre service, c'était la céphalosporine. On a pas mal d'infections à staphylocoque métis sensibles chez nos patients, notamment cérébro-lésés. La céphalosporine étant malheureusement associée à un effet inoculum du staphylocoque avec des CMI qui peuvent être variables en fonction de votre inoculum et de manière indépendante. L'utilisation recommandée de 100 mg par kilo et par jour chez les patients hyperclairants semble insuffisante pour obtenir des objectifs pharmacocinétiques et pharmacodynamiques adéquats chez ces patients. Nous sommes désormais montés à 120 à 150 mg par kilo, toujours en monitorant les variations du TP de la coagulation sur des durées plutôt brèves et sur de la désescalade. La problématique va être sur les antibiotiques administrés en perfusion intermittente par nécessité, chez des antibiotiques qui ne peuvent pas être administrés en continu ou par manque de données. Peu d'études et toujours des études monocentriques et observationnelles. Notre cohorte de 2019 sur la rocéphine, où nous avions analysé des données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques avec une analyse de Monte-Carlo pour obtenir cet objectif de 100% du temps en dessus des CMI maximales recommandées pour la rocéphine. Et dans cet objectif, qui est désormais l'objectif recommandé par nos sociétés savantes chez les patients les plus graves, il semblerait que l'augmentation des posologies de ceftriaxone à 2 grammes x 2 par jour serait nécessaire pour des clairances de la créatinine à plus de 150 ml/min. Pour l'amoxicilline clavulanate, peu de données, une seule étude qui paraît assez ancienne et qui utilisait comme objectif pharmacocinétique, pharmacodynamique seulement 50% du temps passé au-dessus des CMI maximales, mais qui, de manière similaire, suggère une augmentation des posologies quotidiennes d'amoxclave pour des clairances rénales augmentées. 2 grammes x 4 par jour ou du 1 gramme x 8 par jour pour être plus précis. Pour les nouveaux antibiotiques, malheureusement, très peu de recul sur la littérature. Il y a déjà peu de données sur leur administration continue potentielle. La céphtalozane, tazobactam paraît assez licite sur l'administration continue, mais cette étude-là, qui était une étude ancillaire d'Aspect, retrouvait que 2 grammes x 3 par jour, qui étaient les posologies recommandées dans cette étude de manière intermittente, permettait d'atteindre les objectifs pharmacocinétiques de 50% du temps en dessus des CMI maximales pour des clairances rénales augmentées, même pour des clairances à plus de 200 ml/min. Donc, en attendant éventuellement les résultats des monitorages pharmacologiques, est-ce que l'augmentation des posologies quotidiennes des antibiotiques à risque, la tazocilline, la rocéphine, les autres C3G et les C1G, permettent de limiter le taux de sous-dosage et d'échec thérapeutique? Il semblerait fortement que oui, bien que je vous cite une étude qui est une étude observationnelle de notre service, de type avant-après, mais ajustée selon score de propension, où nous avons comparé 2 périodes. Une période contrôle, c'est-à-dire avant que nous mettions en place le protocole d'antibiotiques, et une période où nous avons adapté un protocole d'antibiothérapie probabiliste qui dépendait de la mesure quotidienne de la clairance de la créatinine, où nous augmentions, au moins à la phase initiale, les posologies de ces antibiotiques à risque, et dans l'attente éventuellement des dosages et ou sur des antibiothérapies prolongées, on remarquait que nous diminuions de manière très significative le taux d'échec de nos thérapeutiques anti-infectieuses, taux d'échec qui était défini par la non-amélioration de la symptomatologie clinique du patient alors même que votre spectre était adapté et justifier soit une escalade de votre antibiotique, soit une reprise précoce de l'antibiothérapie après l'arrêt de votre antibiothérapie initiale, sans surinfection ou acquisition de résistance. Et dans notre service de réanimation traumatologique et chirurgicale, nous passions de près de 25% d'échecs à moins de 10% d'échecs de nos thérapeutiques anti-infectieuses probabilistes dans les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique.
Donc un premier message, comment optimiser l'exposition des antibiotiques en cas d'augmentation de la clairance rénale? Le premier message, c'est savoir la dépister, savoir la diagnostiquer, savoir la monitorer par la mesure de la clairance urinaire sur 24 heures. Si vous devez débuter une antibiothérapie probabiliste chez des patients à risque, patients jeunes à créatinémie normale et notamment en traumatologie, n'hésitez pas d'emblée à mettre des posologies maximales sur les antibiotiques à risque que je viens de vous citer, en attendant les résultats de votre ionogramme urinaire. Monitorez cette clairance toute la durée de l'antibiothérapie. Utilisez la perfusion continue en respectant la stabilité et la dilution de vos molécules et ajustez vos posologies selon cette mesure de la clairance urinaire. Autant que faire se peut, envoyer des dosages plasmatiques dans des délais brefs pour un rendu des résultats le plus précoce possible. Par nécessité, j'ai focalisé ce topo sur les antibiotiques, alors que la littérature soulève d'autres problématiques de l'hyperclérance dans nos services, notamment les autres thérapeutiques à élimination urinaire. Il y a quelques données de la littérature sur les anticomiciaux, sur les sédatifs, éventuellement, bien que je ne me risquerai pas dans le débat, sur les HBPM, avec pas mal de littérature sur le Covid. Quelques troubles électrolytiques, secondaires à des pertes urinaires accrues, et notamment nos hyponatrémies ou nos hypophosphatémies de réanimation. Et un débat récent sur l'augmentation des pertes urinaires azotées en cas d'hyperclérance, et qui peut éventuellement soulever un débat sur la gestion de notre nutrition dans nos services. J'espère avoir respecté les délais. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions. Je vous remercie. Merci pour votre présentation. Oui, une question, alors parler de fort ou aller vers le micro? Très fort. Je suis relativement d'accord avec eux et quelques données de la littérature suggèrent que la clairance urinaire sur 6 à 8 heures paraît tout aussi fiable qu'une clairance urinaire des 24 heures et peut éventuellement vous permettre de rattraper ce délai lorsque vous débutez une antibiothérapie probabiliste. Envoyez votre échantillon sur les 6 dernières heures et vous aurez déjà un reflet du profil de votre malade. Dans le cas de ce topo, je me suis vraiment focalisé sur le gold standard qui est maintenant recommandé. Ce sont nos habitudes de service de monitorer de manière quasi quotidienne la clairance, de faire des ionogrammes urinaires sur 24 heures. Mais vous avez tout à fait raison, si jamais vous ne disposez pas dans vos pratiques habituelles de ionogrammes urinaires des 24 heures, envoyer une clairance sur 6 heures, ce sera déjà tout aussi fiable. Je crois qu'il y avait même des papiers qui montraient que sur 2 heures, c'était fiable. On aura quand même, chez ces patients à risque, chez qui on débute une antibiothérapie probabiliste, beaucoup de variations sur des délais courts dans le contexte du sepsis avec des variations de la fonction rénale qui peuvent être rapides. Ça suppose de garder une sonde urinaire très longtemps. Oui. Il y avait une question. Il y a eu énormément de papiers et beaucoup de choses ont été dites sur la physiopathologie de l'hyperclérance, avec beaucoup de théories macrocirculatoires sur la gestion du remplissage des amines, tout ça, on l'oublie maintenant un peu. Sur la physiopathologie microcirculatoire, je me suis beaucoup focalisé sur la littérature de nos collègues néphrologues, sur la réserve fonctionnelle rénale, et c'est eux qui démontrent ces mécanismes microcirculatoires. Sur l'index de résistivité, nous, on a fait une petite étude, effectivement, dans le service, avec des index de résistivité qui étaient plutôt bas
chez des patients en hyperclérance, mais on avait un biais de mesure puisqu'on faisait un Doppler rénal une fois par jour chez nos patients, alors que la créatinine était mesurée sur les 24 heures. Mais on avait quand même chez ces patients-là en hyperclérance des indices de réactivité qui étaient bas par rapport aux autres patients. De manière complètement indépendante du débit cardiaque. En fait, l'augmentation du débit cardiaque n'est qu'un facteur aggravant, n'est pas le facteur causal. Absolument. Alors que le débit cardiaque ne ressortait pas. Ouais, je suis désolé du catalogue. J'ai voulu éviter le catalogue. Sur le céfotaxime et des données récentes de la littérature de l'équipe de Poitiers sur la ceftaroline. Sur le céfotaxime, on avait, dans l'étude que l'on avait faite sur les antibiotiques IVSE, on avait étudié le céfotaxime administré IVSE à 6 grammes par jour, en respectant les modalités de dilution qui sont assez complexes pour cette molécule. Et à 6 grammes jour IVSE, nous n'avions aucun sous-dosage documenté en céfotaxime, mais encore une fois, on avait une population qui était excessive. On était à moins de 10 malades pour cette molécule. Et à ma connaissance, aucune autre étude n'a étudié la céfotaxime, donc je ne me permettrai pas de donner des conclusions formelles sur cette molécule. Sur la ceftaroline, l'équipe de Poitiers suggère que le 600 mg fois 2 par jour peut être insuffisant en ponctuel et suggérerait beaucoup plus, de manière assez formelle, une administration IVSE de la ceftaroline à 50 mg par heure pour cette molécule. Je vous en prie. C'est une excellente question. Sur les patients de réanimation, pour l'instant, nous n'avons aucune réponse à la question. Sur les données de la littérature en néphrologie, l'hyperfiltration glomérulaire est le premier stade, par exemple, de la néphropathie diabétique. Et donc, toute la question a un réel intérêt, mais pour l'instant, à ma connaissance, c'est un phénomène adaptatif chez nos patients de réanimation, où on voit un pic d'hyperclérance qui survient à J5, J7, puis une normalisation de la clairance de la créatinine chez les patients qui vont avoir des séjours en réanimation prolongée. Donc j'ai l'impression que c'est un phénomène transitoire. Est-ce que la persistance au cours du temps d'une hyperfiltration glomérulaire est un premier stade de la maladie rénale? Je n'ai pas de données de la littérature pour l'instant chez les patients de réanimation. J'ai une question qui peut paraître un peu triviale, mais en fait, par définition, qu'est-ce qu'on appelle une hyperclérance? C'est à partir de quel seuil il faut s'inquiéter? Et quand vous parlez de millilitres par minute, en fait, quand on regarde les papiers de néphrologie, en fait, c'est toujours rapporté à la surface corporelle. Absolument. Et tout va dépendre de dans quelle équipe on se place. Est-ce qu'on se place dans l'équipe de physiopathologiste ou est-ce qu'on se place dans l'équipe de cliniciens? Dans l'équipe de physiopathologiste, on va définir l'hyperclérance comme le recrutement de la réserve fonctionnelle rénale, c'est-à-dire des patients qui vont générer un débit de filtration glomérulaire supraphysiologique, donc de plus de 130 ml par minute, indexé à la surface corporelle. Pour nous, en pratique clinique, en fait, le seuil d'hyperclérance, il va être seulement le seuil qui va être à risque de sous-dosage des thérapeutiques qu'on va utiliser. Et c'est un petit peu la problématique que je tentais de soulever, c'est-à-dire que ce seuil, il va être excessivement variable en fonction de nos situations, de nos types d'antibiotiques. Et si je devais vous définir un seuil lorsque je prescris une antibiothérapie probabiliste, je ne raisonnerai pas en surface indexée, mais plutôt en millilitres minutes, et un seuil de 150 à 170 millilitres minutes pour la pipéracilline tazobactam ou les C3G tels que la ceftriaxone me paraît être le seuil à retenir. Très bien, je vous remercie pour... Je vous en prie.